And then now the floor is to Jean-François Mangin, speaking also about the brain. And you will have the possibility to appreciate the kind of contrast there is between the different chairs related to the brains. And to begin with, I will speak in French, in fact. Et bien sûr, on est dans le monde des neurosciences et les neurosciences ont fait des progrès incroyables dont vous êtes probablement en partie conscient. Mais il reste encore beaucoup de mystères à propos de notre cerveau. Et on est un certain nombre dans cette salle et ailleurs à penser que l'IA a un rôle à jouer pour percer en fait un certain nombre de ces mystères. Et celui qui est au cœur de mon projet, en fait, c'est vraiment un de ces objectifs qu'il y a derrière. Un peu compliqué tout ça. Et en fait, c'est un objectif un petit peu décalé par rapport à ceux dont a parlé Bertrand, parce qu'il ne s'intéresse pas vraiment au fonctionnement du cerveau, il s'intéresse juste à sa géométrie. Et en fait, il s'appuie sur une propriété dont vous n'êtes peut-être pas conscient, c'est que chacun d'entre vous a un cerveau unique pour ce qui concerne la géométrie en fait, des plissements de votre cortex. Aussi unique que la géométrie de vos empreintes digitales, au point qu'on pourrait vous retrouver dans une base de données, même au milieu de milliers de cerveaux. Alors, ce n'est pas très intéressant dans l'absolu, mais en fait, ça permet de se poser la question de l'espèce de langage qu'il pourrait y avoir derrière et qui pourrait permettre de deviner les choses sur vous, sur vos faiblesses éventuelles, si on pense aux applications en thérapie, par exemple en psychiatrie. Et à l'heure actuelle, en fait, on n'a pas de réponse à la question de est-ce qu'on peut réellement décoder les formes des plis du cortex, est-ce qu'il y a quelque chose à découvrir derrière. Et pourtant, aujourd'hui, il y a des millions de personnes qui sont passées dans l'IRM, et donc on a des millions de cerveaux sous forme numérique, et donc tout est possible. Et vraiment, l'idée en fait, de mon projet, c'est d'utiliser des techniques de learning pour essayer en fait, de faire émerger ce langage s'il existe. Alors la raison essentielle pour laquelle il n'y a pas de réponse à cette question, c'est parce qu'en fait, elle n'a pas tellement intéressé la communauté des neurosciences ces dernières décennies. Probablement parce qu'en fait, c'est une question qui dépasse les capacités cognitives humaines. Par exemple, si vous imaginez, vous regardez un cerveau, j'en ai un en 3D dans mon sac, si vous voulez en voir un de près tout à l'heure. Dès qu'on veut le comparer à un autre, on charge tellement notre mémoire de travail qu'on ne s'en sort pas. Et si vous avez des centaines de cerveaux, vous êtes mort, ça dépasse nos compétences humaines. Bien sûr, c'est typiquement le genre de sujet sur lequel on peut espérer qu'avec des approches de pattern manning, on puisse aller beaucoup plus loin. Et en fait, donc, la communauté elle a tout balayé sous le tapis en se disant, de toute façon, le cortex, il s'est plissé pour augmenter sa surface. C'est un truc que la nature a trouvé pour pas qu'on ait des crânes d'œufs, si j'ose dire. Et puis, il n'y a rien d'autre à comprendre derrière ça. Au point que la communauté de la neuroimagerie, aujourd'hui, en fait, elle se débarrasse du problème en alignant tous les cerveaux, tant bien que mal, et en oubliant en fait, qu'il y a des plis dans les cerveaux. Et puis une autre raison peut-être au fait que la communauté ne s'est pas intéressée à ce problème, c'est un petit peu des événements historiques. Il y a 200 ans, vous savez peut-être que dans les soirées, en fait, on palpait le crâne de son voisin pour y déceler des bosses. On évaluait la taille des bosses et on devinait des choses sur sa personnalité profonde. C'était complètement loufoque, bien sûr. Il y avait une bosse qui était liée à l'esprit de famille, une autre, je ne sais pas, au sens de la patrie, et puis à la bosse des maths, bien sûr. Ça n'a pas eu le succès de l'IRM. Il y a quand même des phrénomètres, des machines pour mesurer les bosses. Et pourtant, aujourd'hui, avec l'IRM, en fait, on fait de la néophrénologie au sens où tous les jours, il sort des papiers où les gens, en fait, en comparant des cerveaux, par exemple les connexions dans les cerveaux ou l'épaisseur du cortex dans le cerveau, on arrive à faire émerger les signatures, par exemple, de certaines pathologies. Mais bien sûr, la raison pour laquelle la phrénologie elle a rendu les gens frileux, c'est qu'il y a eu des suites pendant la guerre, à ce qu'ont fait les nazis. Donc on se dit tous que c'est quand même pas très cool d'essayer de comprendre des choses sur les gens juste en regardant la forme de leur cerveau. Donc il faut être conscient des risques qu'il peut y avoir derrière. Un point qui n'est pas inintéressant quand on s'intéresse au plissement, c'est que bien sûr on se dit la nature a plissé notre cortex pour qu'il soit plus puissant, et donc comme on est le summum de l'évolution, on a le cortex le plus plissé, ben c'est pas vrai. Donc vous voyez que le rhino il se défend pas mal, et puis en fait les cétacés ils sont plus plissés que nous. En fait il n'y a pas grand chose à en tirer. En fait, peut-être vous pouvez penser que les cétacés nous dominent sur certains aspects cognitifs et on ne s'en rend pas compte. Mais en fait il y a des propriétés mécaniques qui expliquent ça, des liens très très clairs entre la surface du cortex, son épaisseur, et le mécanisme qui plisse le cortex, au point qu'on peut aligner toutes les espèces sur la droite que vous voyez avec une équation très très simple qui relie toutes ces entités. Et puis bon, il est temps en fait pour que vous compreniez en fait l'essence du problème de pattern manning qu'il y a derrière ce projet, que je vous montre plusieurs cerveaux et que vous essayez de les comparer. Et on va le faire dans un cas particulier. Vous allez essayer de répondre à une question, c'est est-ce que les gènes sont derrière le plissement? Donc en fait, j'ai choisi 2 paires de jumeaux et on va jouer au jeu auquel jouent les enfants. Vous allez essayer de retrouver les paires. J'ai enlevé les contours du cerveau parce que bien sûr, c'est les contours de la boîte crânienne. Chez les jumeaux, ils ont les mêmes boîtes crâniennes. Donc je vais vous laisser 10-20 secondes pour vous plonger en fait dans ces méandres et pour prendre conscience en fait, de la raison pour laquelle ça dépasse les capacités cognitives humaines. Non, tout le monde répond en même temps, là. Vous allez biaiser les autres.
va faire un petit sondage, on va voir. Donc bien sûr, il y a 3 associations possibles. On va passer au vote. Donc qui vote pour les associations diagonales? C'est celle dont on a entendu parler en premier. OK. Qui vote pour les horizontales? Et qui vote pour les verticales? Bon, il y a beaucoup de votes blancs. Les diagonaux ont gagné. Donc j'ai enlevé les masques. Pardon, tiens. Ah bah mince. Normalement, les masques s'enlèvent. Vous avez passé ça en PDF peut-être. Ben, en fait, c'est diagonal, effectivement. En fait, quand on regarde la forme globale du cerveau, on se rend compte qu'il y en a qui sont globuleux, il y en a d'autres qui sont plats. Mais vous avez pu prendre la mesure de à quel point, en fait, ils sont différents, même chez des jumeaux monozygotes. Et en fait, pour être honnête, on peut trouver des paires de jumeaux monozygotes qui ont des cerveaux plissés de la même façon. C'est rare, mais ça existe. Tout se passe un peu comme si la dynamique du plissement elle était un petit peu chaotique et que dans des conditions idéales, les gens ils restent dans le même attracteur, mais il ne faut pas grand-chose pour en sortir. Donc ça, c'est un petit peu un schéma de tout ce qui arrive à notre cortex depuis la naissance. Tout ce qui est en jaune, ça se passe pendant la grossesse in utero. Donc pendant la grossesse, en gros, en 3 mois, le cortex se plisse. Ça, c'est des images de très grands prématurés qu'on sauve aujourd'hui quand ils naissent à un âge où ils n'ont pas le cortex plissé. Et le cortex, en fait, il ne se stabilise pas à la naissance, il continue à se plisser jusqu'à l'adolescence, et après, il se met à se déplisser. Parce que les axones, quand ils acquièrent leur gaine de myéline pour accélérer la transmission de l'influx nerveux, ben, ils prennent du volume et donc ça repousse le cortex vers l'extérieur. Et puis au bout d'un certain temps, vers 30-40 ans, on commence à perdre des neurones et donc ça continue à se déplisser parce qu'il y a moins de volume de matière grise. Et puis parfois, ça se déplisse trop vite. Donc en fait, on travaille beaucoup en fait, sur caractériser ce plissement dans le vieillissement pour trouver des signatures très très précoces de certaines pathologies. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la région en jaune. En fait, comment le cortex se plisse et pourquoi il ne se plisse pas de la même manière chez tout le monde et qu'est-ce qu'on peut en comprendre. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ça enfin depuis une dizaine d'années. Par exemple, il y a des physiciens qui ont en fait... on m'a encore cassé mon film là. Oh, mais qui m'a converti ça en PDF? Donc en fait, le cerveau à gauche, il vient d'une simulation très très simple, qui vient en fait de mathématiciens qui s'amusent à simuler tous les domaines de la nature où on trouve des plissements, par exemple les intestins, et avec quasiment la même équation, en modélisant le fait que la matière grise, donc la couche périphérique où il y a les corps cellulaires, se développe en fait plus vite que la matière blanche, donc les axones qui sont à l'intérieur du cerveau, ben, ça crée en fait des ruptures il y a des tensions qui créent des ruptures qui se résolvent à travers les plis. Et le cerveau que vous voyez à gauche, il est bluffant de réalisme en termes de géométrie, ça ressemble à un cerveau humain. Le seul problème, c'est que les plis ne sont pas au même endroit que dans l'espèce humaine, même quand on part d'un cerveau qui a la forme d'un cerveau de fœtus. En fait, c'est les biologistes qui ont la vraie clé, parce qu'eux, en fait, ils ont des moyens en fait, de marquer les neurones pendant en fait, la période où ils naissent et qui migrent vers le cortex. Ce que vous voyez à gauche, en fait, c'est un cortex de furet. En fait, le furet, il est sympathique parce qu'il naît lisse et il se plisse après, donc on peut faire des expériences intéressantes avec. Et vous voyez en fait des espèces de nuages blancs qui sont les endroits en fait, où les neurones se multiplient beaucoup plus que d'autres endroits, et ça correspond aux convolutions. En fait, autour des ventricules, là où les neurones naissent, il y a une espèce de protomap qui décide quels vont être les grands gyris, les grands plissements. Et ensuite, après, pendant le fonctionnement du cerveau, le développement des dendrites, ça prend aussi du volume, ça ne se fait pas au même moment partout. Et donc ça crée aussi des hétérogénéités en fait, dans le différentiel de croissance entre le gris et le blanc. Et c'est ça qui fait qu'en fait, les sillons d'un individu, ils naissent à un endroit plutôt qu'à un autre, et qu'il y a des spécificités dans chaque espèce. Et donc, quand on s'intéresse à un grand sillon du cerveau, eh ben, on trouve en fait des catégories de cerveau qui se ressemblent et qui ne ressemblent pas à d'autres. Par exemple, on peut trouver un grand sillon qui est interrompu ou pas interrompu. C'est vraiment comme s'il y avait des clusters dans la population. Et l'idée, en fait, c'est qu'on voudrait comprendre ça. Peut-être que pour mieux comprendre, je vais prendre un modèle plus simple que le cerveau. Imaginez la main. La main, il y a un modèle géométrique simple, il y a 5 doigts. Mais il y a des gens qui naissent avec 4 doigts, voire des mains beaucoup plus bizarres. Et la main, comme le cerveau, c'est très très résilient. En fait, on peut naître avec 4 doigts et jouer très très bien du piano, au point que seul un expert du piano va peut-être déceler une petite différence quand il vous écoute. Mais bien sûr, il y a des mains où elles sont tellement bizarres, si j'ose dire, qu'on peut s'en servir, mais on ne va pas avoir l'efficacité d'une main normale. Notre idée, en fait, c'est qu'effectivement, il y a certains schémas motifs qu'on trouve dans le cerveau qui soient la trace d'événements développementaux qui laissent une faiblesse du même ordre que ce que vous voyez dans les mains ici. Et pendant longtemps, en fait, juste pour vous faire comprendre pourquoi en fait, y a ce projet qui change complètement le point de vue de ce qu'on a fait depuis 25 ans. Depuis 25 ans, on fait du learning supervisé. On a trouvé un des rares experts sur la planète qui est capable de donner des noms à tous ces plissements, parce qu'il y a une nomenclature qui a été inventée au 19e siècle. Il y a une centaine de noms, et en lui montrant beaucoup de cerveaux, il nous a mis ces codes de couleurs qu'on est capable d'apprendre après avec des techniques informatiques.
Alors il y en a qui sont faciles à comprendre. Par exemple, il y a un grand sillon rouge au milieu du cerveau, les trois que vous voyez en gros à gauche, ça s'appelle le sillon central. Il est très stable chez tous les hommes, c'est les aires sensorimotrices. Puis quand on va dans la région associative, le lobe frontal, c'est un gros bordel, et on peut douter en fait des étiquettes qu'il met là, et c'est bien pour ça en fait qu'on a ce projet. Alors il y a 20 ans déjà, on faisait ce learning supervisé avec des techniques de réseau de neurones. C'était des perceptrons multicouches, mais ils n'étaient pas très gros. Par contre, on en mettait beaucoup. On faisait des espèces de communautés de réseaux de neurones qu'on assemblait avec des techniques de physique statistique, des champs de Gibbs, des choses comme ça. Et donc en fait, ils contribuaient chacun à un élément, un aspect élémentaire de la reconnaissance de ces formes, et puis ils essayaient de se mettre d'accord avec des techniques de minimisation d'énergie, on va dire. On m'a cassé le film, donc je vais sauter ça aussi. Merci à la personne qui m'a fait ce PDF. Et puis aujourd'hui, bien sûr, comme tout le monde, on fait du deep learning classique, ça marche un peu mieux, mais il y a une espèce de plafond de verre qu'on n'arrive pas à franchir, simplement parce que nos bases d'apprentissage, elles sont incohérentes. Il y a des régions, en fait, où la nomenclature qu'on apprend dans les écoles de médecine, elle n'est pas suffisante pour décrire la variabilité. Donc on utilise quand même ça et on continue à essayer de l'appliquer. On a dû traiter au moins 50 000 cerveaux aujourd'hui et on essaye de trouver des spécificités de la forme de ces grands sillons, en tout cas ceux qui sont stables dans différentes pathologies. Mais je ne vais pas vous parler de ça aujourd'hui. Donc ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est essayer de répondre à une question qui est que cette nomenclature, elle ne permet pas de faire d'autres découvertes qu'on fait aussi avec nos outils. Je vous donne juste un exemple. Vous voyez en haut quelques cerveaux où en rouge, en fait, on voit les sillons qui eux aussi sont dans cette région sensorimotrice. Et c'est des cerveaux de patients épileptiques de l'hôpital Sainte-Anne qui ont une particularité, c'est des épilepsies motrices. Elles commencent en fait dans les aires motrices, ce qui veut dire que les neurones de cette région, ils ne sont pas bien organisés. Et en fait, dans 50% de ces patients, on trouve le pattern rouge qui ressemble au bouton power des ordinateurs. C'est pour ça que je l'aime bien cet exemple, parce qu'il est un peu parlant dans le monde des informaticiens. Et dans la population générale, c'est très très rare. Simplement parce qu'il s'est passé quelque chose dans cette région pendant le développement qui a perturbé le plissement du cortex, toute la dynamique dont je vous parlais tout à l'heure, et qui en a laissé une trace. Et c'est ces choses-là qu'on voudrait être capable de détecter partout dans le cerveau, dans toutes sortes de pathologies. On a des moyens de visualisation incroyables qui sont tous sur le plateau de Saclay. Il y a plein d'écoles et d'endroits qui ont des grands murs d'écran comme ça. On a des outils pour naviguer dans les cerveaux. Mais quand c'est nous qui les regardons, on ne voit rien, c'est trop compliqué. Donc aujourd'hui, on veut s'en servir dans le cadre de ce projet pour en fait interagir avec les résultats du data mining qu'on va faire. Là aussi, mon animation est ratée. Donc bien sûr, ce qu'on va faire, on peut le faire avec des techniques deep ou pas. Si on le fait avec des techniques deep, en fait, notre idée, c'est d'essayer de faire émerger une espèce de dictionnaire de tout ce que j'appelle les idéogrammes du cerveau, en imaginant qu'il y en a beaucoup, que c'est un problème mal posé, et donc on ne va pas juste chercher tous les patterns qu'on trouve dans la population générale, mais on va essayer d'utiliser ce dont on dispose aujourd'hui grâce à la neuroimagerie moderne. On a des espèces de pierres de rosette, des grosses bases de données où on a non seulement la morphologie, mais on a aussi l'organisation fonctionnelle, on a les connexions. Donc en fait, on va essayer de chercher des représentations dans un espace latent quelconque de ce plissement qui explique au mieux en fait les organisations fonctionnelles du cerveau qu'on a aussi aujourd'hui. Alors, on va bien sûr faire établir des dictionnaires dans différentes populations, la population générale et puis des populations de patients, en particulier dans les pathologies psychiatriques. On va comparer ces dictionnaires et on va aussi aller vers l'évolution. Donc, on a aussi des grosses bases de données d'un certain nombre de nos cousins, en particulier les chimpanzés. Et on va essayer, bien entendu, de contribuer en fait à la comparaison, à la recherche d'analogies entre les cerveaux humains et les cerveaux chimpanzés. Tout ça étant souvent dans l'espèce de compréhension de la naissance du langage. Donc, il y a des régions qu'on cible en particulier. Et on va essayer de faire émerger bien sûr des clusters, tout ce que j'ai évoqué jusqu'à présent, mais ça ne correspond pas toujours à la variabilité biologique. Donc on va aussi manipuler des espaces de dimension faible. Dans ces espaces latents, on va peut-être trouver en fait des variables qui correspondent à des modifications lentes de certaines géométries dans la population générale. Là, je vous donne un exemple avec mon fil rouge, le grand sillon qui est facile à reconnaître, qui correspond aux régions sensorimotrices, qui s'appelle les sillons centrales. En fait, en calculant des petites mesures de similarité entre paires de sillons qui sont juste liées à leur géométrie, mais on peut après les réorganiser. Par exemple, avec une seule dimension, vous obtenez ça. Et vous vous rendez compte qu'effectivement, il y a des sillons qui ont une grosse déformation au milieu et d'autres qui en ont deux. Et sauf que la déformation qui est le plus haut, c'est celle qui abrite les régions de la main, celle qui fait bouger la main. Et celle du bas, elle est probablement liée aux régions qui sont liées aux lèvres. Et en avant, en fait, on trouve des régions qui sont liées à la lecture. Et en fonction du développement de cette déformation inférieure, la lecture est repoussée en avant. Donc on a un petit peu une preuve qu'effectivement, il y a une trace, en fait, l'organisation du cerveau qui est imprimée dans ces plissements. Et quand on s'intéresse dans la même région à des sujets entre guillemets pathologiques, en fait, on peut trouver des rares maladies génétiques où les gens y naissent avec une main en moins, seulement d'un côté, curieusement. Et donc, on a utilisé le même genre de technique pour apprendre le manifold qui décrit la variabilité d'une population qui inclut des sujets comme ça.
Et on obtient le truc qui est en haut, où on se rend compte qu'en fait, eux, en fait, ils ont un sillon qui est plat, parce que la région, justement, qui est la région motrice de la main, elle ne se développe pas. Par contre, des gens qui ont été amputés de la main, cette région, elle ne change pas. C'est vraiment quelque chose qui est stable, qui vient du développement et qui n'est pas plastique. Donc ça permet vraiment de deviner des choses qui sont liées à l'architecture du cerveau de quelqu'un et qui ne pourra pas changer. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Je vais commencer par une question moi-même. La variabilité du cerveau, mais l'exposé de Bertrand juste avant parlait d'un atlas. Donc, comment est-ce que... qu'est-ce que je n'ai pas compris? Pourquoi il y a d'un côté une vue unique et pourquoi, enfin, ou disons une structure unique centrale, et pourquoi de l'autre côté il y a une grande variabilité? En fait, dans quasiment toutes les approches de neuroimagerie, il y a une espèce de paradigme qui dit on va essayer d'aligner les cerveaux. On peut les aligner en alignant les plissements tant qu'on peut. On peut aligner en fait tout ce qu'on est capable de cartographier au niveau fonctionnel ou tout ce qui est connectivité. Et puis petit à petit, et Bertrand fait partie de cette nouvelle vague, les gens ils essayent un petit peu de s'écarter de ça parce qu'on sait qu'il n'y a probablement pas d'isomorphisme entre deux cerveaux différents et que partir du principe qu'ils sont alignés n'a pas de sens. Donc il faut relâcher un petit peu ces contraintes-là. Mais il y a toujours, d'une manière générale, un alignement au moins grossier parce qu'on est quand même tous un petit peu organisés de la même manière, même si ce n'est pas au détail près et ce n'est pas invariant par isomorphisme. Mais est-ce que ça veut dire qu'on serait mieux avec 2 atlas ou N atlas? Ou bien, enfin, j'ai encore un point que je n'ai pas compris. Non, vous avez tout à fait compris. Par exemple, moi, ce que je montre là, c'est que quand on s'intéresse à une région donnée, il vaut mieux en fait splitter la population entre personnes, en groupes de personnes qui sont plissées de manière similaire, probablement compatibles, et pour aligner en fait leurs aires fonctionnelles quand on veut faire une étude très très fine. C'est mon pari dans ce genre c'est l'hypothèse que je fais. Et effectivement, dans la communauté, par exemple, si vous travaillez sur des personnes, on va dire, mûres, ou sur des enfants, on ne va pas utiliser non plus les mêmes atlas exactement parce qu'il y a toujours des choses qui changent. Donc il y a une espèce de paradigme un peu faible derrière cette idée qu'on peut aligner les cerveaux. Il faut toujours avoir en tête que c'est jamais parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Il n'y a pas d'a priori. Je dirais que le mainstream, les outils qu'on met à disposition de la communauté, ils vont comparer des longueurs, des profondeurs, des choses comme ça. Et nous, en fait, on veut revenir à la forme brute. Donc typiquement, on va définir des distances, des mesures de similarité entre 2 objets et puis s'en servir en fait pour aller dans ces espaces de faible dimension. Mais on peut en imaginer plusieurs en fonction de la nature de la question qu'on veut poser. D'autres questions? Bon. Peut-être pendant que Alexandre s'installe, moi j'ai encore une question. Donc vous obtenez des clusters qui ont un rapport du point de vue de la forme. Est-ce que ça correspond à des clusters du point de vue du comportement? C'est un petit peu ce qu'on espère, donc ça marchera parfois, parfois non. C'est un petit peu. Aujourd'hui, on n'est que sur la géométrie, et c'est pour ça qu'on voudrait biaiser les représentations qu'on obtient par la fonction pour être sûr qu'on va trouver dans l'infinie complexité du plissement des caractéristiques qui expliquent au mieux la fonction, parce qu'il y en a sûrement qui sont vraiment aléatoires et d'autres qui ne le sont pas. Bon, j'ai encore des questions, mais voilà, on va dire merci. Et donc.